Donc nous avons d'abord Françoise Decamps. Françoise Decamps n'est pas là, donc je me suis engagé à lire son texte. Son texte s'appelle « J'ai entendu l'écho, mais pas le coup de feu ». Ensuite, nous écouterons Jean-Jacques Chapoutot, Au nom des frères. Et nous terminerons avec Delia Cohen, Jim Bond. Alors, le texte de Françoise Decamps s'appelle « J'ai entendu l'écho, mais pas le coup de feu ». Je ne lui donne rien, c'est le comble de l'amour. Absalon, page 177. Rosa parle de Charles Bon. Ça tourbillonne pour moi. Il n'y a pas que le traumatisme crânien qui fait tourbillonner. Il y a aussi Faulkner par la voix de Rosa. Dire ou écrire sur Absalon signifie qu'on a réussi à sortir du texte, de la fascination, du piège que représentent les phrases qui s'enroulent et nous enroulent. Mais on ne peut en sortir que si l'on a réussi à y entrer, pas une fois, mais 2 fois, voire 3 fois. Si nous sommes réunis ici pour ce colloque, nous analystes, n'est-ce pas pour questionner avant tout la vérité du texte qui concerne notre désir d'analyste, pour reprendre quelque chose évoqué par Philippe Bequet à Cadix. J'ai bizarrement choisi de travailler sur le paragraphe 5, parce que le discours de Rosa est un discours vrai tel qu'on peut l'entendre de nos analysants. Lacan, dans le Symptôme, parle des embrouilles du vrai. C'est là que se trouve le réel. Et il ajoute, c'est ce qui m'a amené à l'idée de nœud, leçon du 10 février 1976. Pitavi parle de brouillage des cartes concernant le discours de Rosa. Ce n'est pas un vain mot, car tout ce chapitre écrit en italique, que j'avais sauté allègrement lors d'une précédente lecture, livre les pensées profondes de Rosa en 1865. Quentin n'est pas encore né. Et tout se passe sur 2 jours, puisque c'est le lendemain de la lecture de la lettre que Quentin, alors âgé de 19 ans, va se rendre à Stupensandred avec Rosa. Mais n'est-ce pas ce que nous entendons lorsqu'un événement de l'enfance est évoqué, comme si c'était hier? C'est pourtant un discours vrai. Il faudra beaucoup de temps pour que l'événement en question se transforme en avènement. Je pense à cette patiente, par exemple, qui s'est évanouie lors de ses premières règles lorsque sa mère a voulu lui montrer, preuve à l'appui, comment l'on mettait un tampon. Il lui a fallu beaucoup d'années pour transformer cet événement, sur lequel elle ne cessait de revenir, en avènement du réel. Je veux parler du réel de la castration maternelle. À chacun son réel. Mais il y a bien sûr des fois où cela ne marche pas, où l'événement restera événement, même si l'analyste y met du sien. Pour revenir au dire vrai, entre guillemets, de Rosa, ça ne se passe pas à 2, mais à 3. Le lecteur est convoqué, mais Quentin aussi est convoqué à son corps défendant. Il faut aller pour cela au début du livre, page 34, lorsqu'il parle des fantômes et que son père lui a transmis la lettre écrite il y a 50 ans. Écoutons Faulkner parler. C'est là-dedans qu'avait grandi Quentin. Les noms même étaient interchangeables. Son enfance en était pleine. Son corps même était une salle vide où résonnaient en écho les noms des vaincus. Il était une caserne remplie de fantômes. Fin de citation. Mais pourquoi me raconter tout cela à moi, demande Quentin à son père, alors qu'il a promis à Miss Rosa de l'accompagner le lendemain. Et oui, grâce au lecteur, grâce à Quentin surtout, auquel viendra se joindre Schrevi, Rosa répète, mais il ne s'agit pas de la même répétition. Elle retourne à Stupensandred et se heurte à nouveau à Clytie. Les noms sont effectivement interchangeables. Là où gisait Charles Bon, gît maintenant Henri. Mais il y a la jouissance en plus, celle qui envahit le corps de Rosa. Sa respiration est précipitée, elle est haletante, mais aussi celle qui envahit le corps de Quentin. Il faudra pour cela attendre la fin du livre. Quentin rentre chez lui, suant, respirant vite. Il imagine alors ce dialogue avec Henri en forme de boucle. Tout cela avant que la maison ne brûle, qui est, me semble-t-il, la forme de jouissance la plus élevée. Il y a pourtant un reste, c'est Jim Bond, mais Delia a eu raison de lui consacrer son intervention. À propos de répétition, vous vous souvenez peut-être de cette page admirable où Rosa en parle. Elle
elle a elle aussi 19 ans lorsqu'elle va dans la maison. Elle sait très bien ce qu'elle y trouvera. Citation, « La vie est cet incessant et perpétuel instant où le rideau de tapisserie qui dissimule l'avenir, écrit en 2 mots par Faulkner, faisant référence au destin et au réel impossible à éviter. Cette lâcheté qui refuse d'affronter cette maladie située quelque part à l'origine première de cette trame. » Fin de citation. C'est l'origine première du langage qui nous pousse à recréer, à recommencer. Mais Faulkner n'est pas analyste. Il n'a même pas lu Freud, comme il le précise dans un entretien en 1956. Je soupçonne Serge de l'avoir déjà lu. Je cite, « Quand je vivais à la Nouvelle-Orléans, tout le monde parlait de Freud, mais je ne l'ai jamais lu. Shakespeare non plus. Je doute fort que Melville l'ait lu, et je suis certain que Moby Dick ne l'a pas fait. » Romancier au travail, ouvrage collectif traduit par Jean-René Major, Gallimard, 1967. Donc, Faulkner n'est pas analyste, mais il est un écrivain génial. Je cite, « Pas un parmi nous n'a atteint la perfection dont nous avions rêvé. Je classe donc chacun d'entre nous en fonction de ce magnifique échec à réaliser l'impossible. » Voilà ce qui intéresse l'analyste, ce qui fait tronc commun, réaliser l'impossible. Sauf que pour nous, il ne s'agit pas d'un échec. Bien au contraire. C'est inscrit dans la structure, comme le dit si bien Rosa, je cite, « cette maladie située quelque part à l'origine première de cette trame ». Mais l'écrivain, contrairement à l'analyste, ne renonce pas à cet impossible. Rosa pense qu'il existe un « aurait pu être » plus vrai que la vérité, d'où le rêveur s'éveille en se demandant « pourquoi me suis-je éveillé, puisque éveillé, jamais je me rendormirai ». On pourrait développer sur le rêve, mais je n'ai pas le temps ici. Ce qui m'a intéressé, c'est que Rosa parle du corps, de la glycine et de son amour pour Charles Bon qu'elle n'a jamais vu. Elle n'hésite pas à se faire un regard tel l'Olvestein, c'est-à-dire objet petit a, oreille. Mais Faulkner n'est-il pas là à anticiper ce que sera l'amour idéalisé qu'il développera quelques années plus tard dans « Si je t'oublie, Jérusalem », avec l'amour impossible de Charlotte Rittemeyer et de Wilburn. C'est bien sûr une supposition, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il est question de bisexualité et d'empreinte, je cite. « L'empreinte invisible de ses cuisses absentes ». Fin de citation. Cette empreinte rappelle bien sûr le livre de Chamoiseau, L'empreinte à Crusoé, où l'empreinte fabrique de l'autre à partir d'une absence. Et d'ailleurs, Chamoiseau cite Faulkner à la fin de son livre. Citation, « Ce que désigne la fiction imbécile, c'est sa désertion du domaine de l'irracontable ou de l'indicible. Ce qui fait l'éclat d'une saisie narrative, c'est son inscription flamboyante dans cette génésique angoisse, comme chez Joyce, Faulkner, perce, glissant. Le récit cède devant le dire qui saisit, écrit Faulkner. Il y a de l'indicible dans le récit de Rosa. Elle tourne autour d'un trou. Je vous disais qu'elle nous faisait tourbillonner. Je vous invite à entrer avec moi dans ce silence assourdissant. Ce tourbillon est en rapport avec l'écho. L'écho du premier étage, qui n'est pas celui des paroles de Rosa, mais, je cite, celui de l'aurait pu être irrévocablement perdu, qui hante toutes les maisons. Rosa reçoit son message d'une façon inversée. Il revient, déplacé, se retournant, faisant une boucle. L'écho n'est pas une répétition de l'entendu, il n'est pas une reproduction à l'identique de ce qui est dit. Entre elle et Judith, qui a entendu le coup de feu, il y a la voix de Judith qui va faire coupure. Là encore, nous pouvons parler d'objet petit a. Cette voix va rompre l'enchantement. Lacan, dans la troisième, parle de l'objet petit a, qui sépare le corps de jouissance de la jouissance phallique. Je ne sais si c'est le cas ici. Dans son schéma du nœud borroméen, l'objet petit a est effectivement coincé au milieu des trois tores. Entre parenthèses, il y a des très belles pages sur le rapport ambivalent à Clytie. Je cite, « Le cerbère glacé de l'enfer particulier de Stupène. » Non, de Sudpen.
des pages qui rappellent Sartoris lorsqu'il est question de trinquer à Noël avec les Noirs, chez qui Bayard s'est réfugié. Deux catégories d'êtres inconciliables par le sang, l'atavisme, le milieu. Fin de citation. Je vous invite aussi à lire les conférences de Baldwin à ce sujet, in L'œil du cyclone. Bas les pattes, négresse. Rosa n'y va pas par quatre chemins pour s'adresser à Clytie, mais elle sait au fond d'elle-même qu'elle représente, je cite, les deux termes contradictoires nés d'un même homme. Heureusement qu'il y a la voix de Judith qui va faire office de séparateur. Judith qui n'a pas la même position que Rosa vis-à-vis de Charlebon, ni d'ailleurs de Henri à la fin du livre. Lorsque je parlais de transformer l'événement en avènement, cela m'est venu en retravaillant le texte en pensant au rôle de la transmission. Quentin n'est certes pas en place d'analyste, mais c'est lui qui va permettre à Rosa d'aborder quelque chose du réel, ou plutôt de tourner autour. Le prix à payer est qu'elle s'est perdue elle-même. Face à ce réel, elle avoue qu'elle, je cite, ne pouvait pas croire, qu'elle ne voulait pas croire, qu'elle ne devait pas croire. Elle reparle de cette aurait pu être l'unique rocher au-dessus de ce maelstrom de l'insupportable réalité. Fin de citation. Et là, c'est intéressant, car elle parle du contre-coup, de sa fabuleuse répercussion, du seuil même du désespoir. Colette Soler, dans ses leçons sur la répétition, se demande « Et le traumatisme alors ?» C'est par lui que la répétition a d'abord été aperçue. Lui qui se produit comme accident, qui revient certes en rêve, mais qui opère en une fois. La première rencontre qui porte le coup du réel. L'après-coup n'a de sens que par la boucle rétroactive de la chaîne signifiante. Relève de la simulation subjective du trauma. Elle ne se réduit pas, elle est parfois douloureuse, mais elle l'insère dans la subjectivité. Rosa reparle de Charlebon. Je ne le vis jamais. Elle dit plus loin que absent il existait, pointant là le rôle symbolique de l'absence. Je ne l'ai même pas vu mort. Citation. Et elle ajoute cette fameuse phrase, j'ai entendu un écho, mais pas le coup de feu. On connaît moins la suite qui me semble très importante. Citation, j'ai aperçu une porte close, mais je ne l'ai pas ouverte. Serait-ce grâce à la transmission qu'elle a réussi à l'entrebâiller? En tout cas, c'est au prix d'être divisé, le corps d'un côté, le psychisme de l'autre. Lacan ne dit-il pas que l'écho, c'est les pulsions, les orifices? Quentin, qui a pourtant lu cette lettre le lendemain, ne pouvait pas franchir cela. Il faudra la jouissance pour que le réel, là, celui de la mort, pointe son nez et que la répétition ne soit pas de l'identique. Il ne s'agit pas de répétition sous transfert. Dans la troisième qui date de 1974, c'est la troisième fois que Lacan se rend à Rome, la première étant en 1953, la deuxième en 1967. Lacan nous dit que, je cite, « Ce n'est pas de l'analyste que dépend l'avènement du réel. L'analyste a pour mission de contrer le réel. » Il parle beaucoup du symptôme et de la jouissance. Le corps jouit d'objets dont le premier est l'objet petit a. Il ajoute, je cite, « C'est lui qui fait... » C'est illisible. Je lis comme ça. C'est lui fait qui le noyau élaborable de la jouissance. Je pense que c'est lui qui fait le noyau élaborable de la jouissance, mais il ne tient qu'à l'existence des nœuds, aux trois consistances de Thor. Je pense bien sûr au livre de Jadin. Je terminerai par une question. L'analyste ne doit-il pas se demander comment advient pour chacun ce réel que nous fait l'inconscient, souvent nommé destin? Voilà, c'était le texte de Françoise Decamps.